J'avais été marié à Walter et pendant 41 ans, et je pensais connaître chaque recoin de l'âme de cet homme. Nous nous sommes rencontrés à l'automne 1974 lors d'un repas partage à l'église à Dayton, Ohio. Il avait apporté des œufs mimosa enveloppés dans du papier d'aluminium et portait une chemise en flanelle légèrement trop grande pour lui. Je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait à un homme qui arrange les choses, du genre à garder des boulons de rechange dans ses poches et à ne jamais élever la voix. J'avais raison sur les 2 points. Walter arrangeait tout, le robinet qui fuyait, la marche du porche fissurée, les silences après les disputes. Il était stable comme un bon chêne est stable. On ne pense pas aux racines avant que la tempête n'arrive. Nous avons élevé notre fils Derek dans une maison jaune sur Millbrook Lane. 3 chambres, un potager à l'arrière, une Ford dans l'allée. Rien d'extravagant. Walter a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise de fournitures industrielles, montant lentement du poste d'employé d'entrepôt à celui de directeur régional. J'ai enseigné en 2e année jusqu'à ce que mes genoux me lâchent. Nous étions à l'aise, pas riches, mais à l'aise. Nous prenions des vacances au lac. Nous nous disputions à propos du thermostat. Nous dansions lentement dans la cuisine le soir du Nouvel An. C'était une belle vie. Une belle vie ordinaire. Walter est mort un mardi de mars, d'une insuffisance cardiaque congestive. Il déclinait depuis 8 mois, et à la fin, il savait que cela arrivait. Je tenais sa main quand il est parti. Derek était sur le parking, prenant un appel de sa femme, Kay. Je n'ai jamais oublié que le chagrin n'était pas du genre aigu et criard. C'était plus comme du brouillard, épais, froid et partout. J'ai traversé les semaines suivantes en pilote automatique. Carte de remerciement, plat à gratin rendu, le lent réaménagement d'une vie construite pour 2. C'était début mai, 2 mois après les funérailles, que je suis enfin allé au garage. Walter était un homme méticuleux, et son garage en était le reflet, des panneaux perforés avec des silhouettes d'outils, des étagères étiquetées, des boîtes de café triées par taille de vis. J'étais en train de fouiller l'armoire métallique dans le coin le plus éloigné, celle qui sentait le WD-40 et les vieux journaux, quand je l'ai trouvée, nichée derrière une boîte de relevés fiscaux des années 1990, une enveloppe blanche ordinaire. Mon nom écrit dessus de la main soignée de Walter, pour ma femme. Ne montre pas à notre fils. Je suis resté là un long moment dans la lumière poussiéreuse. Mes mains, je les remarquais, étaient complètement immobiles. Je devrais vous dire que dans les semaines qui ont suivi la mort de Walter, Derek et Kay avaient déjà commencé à rôder. Cela a commencé subtilement, comme ces choses le font toujours. Derek a mentionné 2 fois qu'il et Kay étaient financièrement à sec, et que papa avait toujours dit qu'il aiderait le moment venu. Kay a demandé avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux si j'avais pensé à réduire mes dépenses. Ils ont proposé de m'aider à examiner les papiers de Walter ensemble. Quand j'ai suggéré que je pouvais me débrouiller seul, il y a eu une pause au téléphone qui a duré un peu trop longtemps. J'avais attribué cela au chagrin rendant tout le monde étrange, à l'anxiété de Derek, qui s'était toujours exprimé par le contrôle. Je leur avais accordé le bénéfice du doute, comme je l'avais toujours fait, comme le font les mères jusqu'à ce que le doute devienne trop lourd à porter. Mais maintenant, je tenais une enveloppe que mon mari, pendant 41 ans, avait cachée à son propre fils. Je ne l'ai pas ouverte dans le garage. Quelque chose me disait de ne pas le faire. Un vieil instinct, celui qui vous fait fermer les rideaux avant d'allumer une lampe. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte arrière, me suis assise à la table de la cuisine où Walter et moi avions pris 10 000 petits déjeuners, et j'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si elle pouvait sursauter. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, brève et précise, comme Walter l'était toujours. Et en dessous, une petite clé en laiton et un bout de papier avec un nom et une adresse, First Merchant Trust. 4480 Claremont Avenue. Directeur d'agence Robert Ellison. Un coffre-fort. Walter avait un coffre-fort dont je ne savais rien. J'ai lu la note 2 fois, puis une 3e. Ensuite, je suis resté très immobile pendant un long moment, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le son lointain d'une tondeuse à gazon. Et j'ai pensé, combien de temps? Combien de temps as-tu porté cela seul? Et puis une pensée plus froide, celle que je ne pouvais pas repousser, de quoi exactement me protégeais-tu? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit que Walter et moi avions partagé pendant 30 ans, sur le côté, fixant le plafond. Et j'ai repassé tout ce que je pensais savoir. J'ai pensé à nos finances, aux comptes courants joints, aux modestes économies,
à la police d'assurance vie que j'avais déjà déposée, tout était comptabilisé, tout était ordinaire. Walter avait été méticuleux avec l'argent comme il l'était avec tout, pas de surprise, pas d'extravagance, pas de dette. Nous avions vécu selon nos moyens, et je n'avais jamais remis cela en question car il n'y avait jamais eu de raison de le faire. Mais maintenant, il y avait une clé sur ma table de nuit. Je me suis levé à 4 heures du matin, j'ai fait du café que je n'ai pas goûté, et je me suis assise à la table de la cuisine avec la note de Walter étalée devant moi. Je l'ai relue à la lumière tamisée. Margaret, avait-il écrit. Il m'appelait toujours Margaret quand il était sérieux, jamais Margie. Il y a des choses que j'aurais dû te dire plus tôt. J'ai eu tort d'attendre. Tout ce qui se trouve dans cette boîte est à toi et à toi seul. S'il te plaît, parle à Robert Ellison avant de parler à quiconque d'autre. Surtout Derek. Je t'aime. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à être assez courageux. Assez courageux. Walter, qui n'avait jamais reculé devant rien, qui était resté avec moi à travers 2 fausses couches et une frayeur de cancer et la lente perte de son propre père atteint de démence. Walter avait eu besoin de courage pour me dire quelque chose. Cette seule phrase m'a effrayé plus que tout le reste dans la lettre. J'ai pensé à Derek. Mon fils avait 52 ans, les épaules larges avec la mâchoire de Walter et aucune de la patience de Walter. Enfant, il avait été doux. Vraiment doux. Le genre d'enfant qui pleurait devant les films tristes et se souvenait d'appeler pour les anniversaires. Mais quelque part dans la trentaine, après avoir épousé Kay, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une femme cruelle exactement. C'était une femme stratégique. Elle venait d'une famille aisée qui avait perdu de l'argent, et elle avait épousé Derek, je le soupçonnais, comme un investissement à long terme. Au fil des ans, je l'avais vu remodeler lentement mon fils, ses priorités, son langage, ses loyautés. Il n'appelait plus juste pour parler. Il appelait quand il avait besoin de quelque chose. Je détestais penser cela. Je détestais que le secret de mon mari me force à compter les pertes que j'avais refusé de compter auparavant. Mais voici le compte, 2 mois après la mort de Walter, et déjà Derek m'avait demandé 4 fois des nouvelles de la succession. Il avait utilisé ce mot succession comme si notre maison jaune sur Millbrook Lane était un manoir de campagne. Il avait mentionné nonchalamment qu'il avait parlé à un conseiller financier qui suggérait que la consolidation des actifs pourrait être judicieuse pour une veuve de mon âge. Il avait proposé de me mettre en contact avec une avocate amie de Kay qui pourrait m'aider à comprendre mes options. Chaque offre présentée comme une préoccupation. Chacune atterrissant comme une main tendant vers quelque chose qui n'était pas encore à lui. J'ai pensé qu'il ne savait pas pour la boîte. Mais il soupçonnait qu'il y avait quelque chose à trouver. Cette pensée fut la chose qui m'a rendu stable. Si Derek l'avait déjà su, si Walter lui avait dit, ou s'il avait trouvé la clé lui-même, la boîte serait probablement déjà vide. Le fait qu'il tournait encore en rond signifiait qu'il opérait par instinct, pas par information. J'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais la clé, et j'avais l'avertissement de Walter. À 6 heures du matin, j'avais pris 3 décisions. La première, j'irai seul à la First Merchant Trust. Pas avec Derek, pas avec quiconque Derek avait suggéré. Je demanderai Robert Ellison par son nom, comme Walter l'avait instruit, et je ne mentionnerai pas la visite à quiconque avant de comprendre à quoi j'avais affaire. La deuxième, j'appellerai ma propre avocate, pas l'amie de Kay, la mienne. Son nom était Patricia Odom, une femme que je connaissais depuis que nos enfants étaient dans la même classe de catéchisme. Une femme qui avait géré nos testaments originaux il y a 20 ans et en qui j'avais entièrement confiance. Je ne l'avais pas appelée depuis la mort de Walter parce que j'avais supposé qu'il n'y avait rien de compliqué à gérer. Cette supposition était terminée. La troisième décision était plus calme et plus difficile. J'ai décidé que tant que je ne comprendrais pas ce qui se trouvait dans cette boîte et pourquoi Walter l'avait cachée, je ne dirais rien à Derek. Je serais chaleureuse. Je serais la mère en deuil qui l'attendait. Mais je ne serais pas transparente. Pas encore. Était-ce une tromperie? Peut-être. Mais Walter avait gardé un secret pour des raisons que je ne comprenais pas encore. Et il m'avait spécifiquement et délibérément demandé de le garder, aussi. Il connaissait la nature de Derek mieux que quiconque. Il l'avait aimé et avait pourtant écrit « Ne montre pas à notre fils ». Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur le danger dans lequel j'étais. J'ai versé le café froid dans l'évier,
Me suis habillé avec mon bon pantalon et un chemisier bleu, et j'ai mis la clé dans la poche intérieure de mon sac à main. Puis je me suis assise et j'ai attendu l'ouverture de la banque. La First Merchant Trust était une banque tranquille sur Claremont Avenue, le genre avec des sols en marbre, des voies basses et des fougères en pot qui semblaient être là depuis l'administration Nixon. Je suis arrivé à l'ouverture des portes à 9 heures. J'ai demandé la jeune femme à la réception pour Robert Ellison et j'ai vu son expression changer. Pas de manière dramatique, juste un petit ajustement. Le regard de quelqu'un à qui on a dit d'attendre un visiteur particulier. Elle a dit qu'elle le préviendrait que j'étais là et m'a demandé de m'asseoir. Robert Ellison avait peut-être 60 ans, soigné avec des lunettes à monture argentée, et la courtoisie attentive d'un homme qui traitait régulièrement les affaires privées d'autrui. Il m'a serré la main et m'a conduit par un couloir latéral jusqu'à un petit bureau qui sentait le vieux papier et le tapis propre. Il a fermé la porte. « Madame, dit-il, je suis heureux que vous soyez venue. Walter m'a dit que vous viendriez éventuellement. Il a dit que vous pourriez prendre quelques mois, que vous auriez besoin de temps. Vous le connaissiez, dis-je, ce n'était pas une question. Il a ouvert le coffre il y a 11 ans. Il venait une fois par an, parfois deux. Nous prenions un café. Il a croisé les mains sur le bureau. C'était un homme discret, mais il vous faisait confiance. Il le disait à chaque fois. 11 ans. J'ai absorbé cela. Pendant 11 ans, Walter avait fait de discrets voyages à cette banque sur Claremont Avenue, et je ne l'avais pas su. Le coffre-fort était plus grand que je ne l'avais imaginé. Robert Ellison m'a conduit à la salle des coffres et m'a laissé seul avec, comme il est d'usage. Je l'ai posé sur la table et j'ai ouvert le couvercle. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a obligé à m'asseoir. Il y avait 3 éléments. Le premier était un registre relié écrit de la main méticuleuse de Walter, documentant une série d'investissements faits à partir de 2003. J'ai reconnu certains noms, fonds communs de placement, un immeuble locatif en Indiana dont je n'avais jamais entendu parler, de modestes positions boursières dans des entreprises dont les noms j'associais aux habitudes de lecture occasionnelles de Walter. Page après page d'entrée, chacune datée, chacune totalisée. La somme finale, mise à jour en janvier de l'année où Walter est décédé, était listée en chiffres clairs en bas de la dernière page, 437 000 $. Je l'ai lu de nouveau, puis encore. Mes mains n'étaient pas stables cette fois. Le deuxième élément était un dossier Manila contenant l'acte de propriété de la propriété de l'Indiana, une petite maison de location à Teroute, générant des revenus qui avaient été acheminés vers un compte séparé que je n'avais jamais vu. Le compte était à mon nom et à celui de Walter, mais les relevés montraient que l'adresse de correspondance avait été indiquée comme une boîte postale que je ne reconnaissais pas. Le troisième élément était une lettre scellée qui m'était adressée, distincte de celle que j'avais trouvée dans le garage. Celle-ci était plus longue. Je ne reproduirai pas chaque mot. Une partie est trop privée. Mais l'essentiel était ceci, Walter avait construit cela discrètement pendant des décennies pour une seule raison. Il avait vu Derek changer après son mariage avec Kay. Il avait vu la façon dont Kay abordait l'argent comme quelque chose à extraire, à gérer, à rediriger. Il avait vu son fils devenir son instrument, et il avait commencé à craindre lentement et douloureusement que si l'étendue totale de leurs économies était connue, elles ne seraient pas en sécurité. Pas entre les mains de 2 personnes qui avaient déjà commencé à traiter leur héritage comme un droit plutôt qu'un cadeau. Il ne l'avait pas caché de moi. Il l'avait caché à travers moi. Gardé en sécurité en le rendant invisible, pour n'être révélé qu'après sa mort. Seulement à moi, seulement quand le moment serait venu. Il me protégeait de Derek, de Kay, du genre de mal particulier qui ne vient pas des étrangers, mais de la famille qui a décidé ce que vous lui devez. Je suis resté longtemps dans cette salle des coffres. Ensuite, j'ai pris des photos de chaque document avec mon téléphone. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé, j'ai fermé le coffre et je l'ai rendu à Robert Ellison. Je lui ai demandé de noter dans les registres de la banque que j'avais un accès exclusif, et de signaler toute tentative d'accès par toute autre partie. Il a hoché la tête comme s'il s'était attendu à cette demande. J'ai conduit chez moi sur l'autoroute avec les 2 mains sur le volant, la radio éteinte, pensant. Au moment où je suis entré dans mon allée, j'ai compris toute l'ampleur de ce à quoi j'étais confronté. Ce n'était plus seulement le chagrin. Et ce n'était plus seulement de l'argent. C'était un choix sur le genre de femme que j'avais l'intention d'être, celle qui se laissait gérer ou celle que Walter croyait que j'étais quand il a écrit « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à être assez courageux ». Cet après-midi-là, Derek a appelé.
Son ton était léger, décontracté, l'aisance étudiée de quelqu'un qui essaie de ne pas paraître impatient. Il a de nouveau mentionné que l'ami avocate de Kai était disponible à tout moment. Il a mentionné qu'il gardait juste un œil sur les choses et que je ne devrais pas avoir à gérer toute la paperasse seule. Je lui ai dit que j'appréciais. J'ai gardé ma voix chaleureuse. J'étais déjà en train de composer le numéro de Patricia Odom avant que l'appel ne se termine. Patricia Odom avait un petit bureau au-dessus d'une teinturerie sur Fenmore Street, le genre d'espace où tout était légèrement dépareillé, mais tout fonctionnait. Elle avait 63 ans, portait des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, et avait la confiance tranquille d'une femme qui avait passé 30 ans à voir les gens la sous-estimer. C'était la bonne personne pour cela. J'ai tout étalé sur son bureau, les photographies du registre, l'acte de propriété, les relevés, les lettres de Walter. Je l'ai regardé lire. Elle m'a posé 3 questions de clarification. Puis elle s'est reculée et est restée silencieuse un instant, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle réfléchissait intensément. Walter était intelligent, a-t-elle finalement dit. Oui. Le compte est légalement à vous. L'acte de propriété est transféré proprement en vertu du testament. Il n'y a aucune ambiguïté ici, Margaret. Il a mis cela en place avec soin. Elle a tapoté la photographie du registre. Ce que vous décrivez avec Derek et sa femme n'est pas encore une menace légale, mais cela pourrait le devenir si vous n'êtes pas en avance. Nous avons passé 2 heures ensemble cet après-midi-là. À la fin, j'avais un plan. Patricia déposerait une demande de homologation formelle pour tous les actifs, y compris ceux qui n'avaient pas été divulgués auparavant, avec une documentation complète. Tout serait rendu légal, transparent et inattaquable, mais transféré uniquement à mon nom. La propriété de l'Indiana serait évaluée professionnellement. Les comptes d'investissement seraient consolidés sous ma gestion avec une conseillère financière en qui Patricia avait confiance. Et surtout, nous créerions un dossier officiel attestant que j'avais demandé conseil juridique indépendant, que j'avais été pleinement et librement conseillé, et qu'aucune autre partie n'avait été impliquée dans mes décisions. Cette dernière pièce était le bouclier. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai exécuté chaque étape avec calme et régularité. J'ai rencontré la conseillère financière, une femme calme nommée Sandra Brigg, et j'ai examiné chaque compte. J'ai signé les documents nécessaires au bureau de Patricia. J'ai fait évaluer la propriété de l'Indiana. J'ai fait tout cela tout en continuant à répondre chaleureusement aux appels de Derek, écoutant ses 12 suggestions et ne disant rien. C'est Kai qui l'a compris la première. J'aurais dû m'y attendre. Elle a appelé un mercredi après-midi, et sa voix avait changé. La chaleur habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de cassant et de direct. Elle a dit qu'elle avait entendu dire par quelqu'un de la First Merchant Trust où elle n'a pas dit que j'avais visité la banque et rencontré le directeur de l'agence. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire de suppositions, mais qu'elle et Derek estimaient avoir le droit d'être impliqués dans toute décision financière importante. Elle a utilisé l'expression « décision familiale » 3 fois. J'ai gardé ma voix égale. J'ai dit que Walter m'avait laissé comme unique exécutrice testamentaire et que je gérais les affaires de manière appropriée avec un conseil juridique. J'ai dit qu'elle était la bienvenue pour que son propre avocat examine le dossier d'homologation lorsqu'il serait soumis comme document public. J'étais poli. J'étais inébranlable. 20 minutes plus tard, Derek a appelé. Il n'était pas aussi contrôlé que Kai. Sa voix avait cette tension particulière qu'elle prenait lorsqu'il se sentait acculé. Je l'avais déjà entendu quand il était adolescent et je la reconnaissais maintenant pour ce qu'elle était, pas de la colère exactement, mais de la peur déguisée en colère. Il a dit que j'étais secrète. Il a dit que papa aurait voulu qu'il soit impliqué. Il a dit qu'il avait des droits en tant que seul héritier. Je ne suis pas encore parti, Derek, dis-je doucement, et le testament de Walter non plus, qui me nomme unique bénéficiaire. Vous êtes libre de le vérifier. Il y a eu une pause. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas attendu. Il l'a dit d'une voix basse et plate qui ne ressemblait pas du tout à mon fils, nous savons pour la boîte, maman. Nous savons que c'est plus que ce qu'il y avait dans le testament. Si tu ne vas pas être raisonnable, nous devrons examiner si papa était en état de pleine possession de ses facultés mentales quand il a mis cela en place. Incapacité mentale. Ils allaient contester la succession au motif que Walter n'avait pas été compétent. Mes mains étaient froides. Ma voix ne l'était pas. C'est ton droit, dis-je. Patricia Odom est mon avocate. Son numéro est public.
Toute communication à partir de maintenant devrait passer par elle. J'ai raccroché. Je ne vais pas prétendre que je n'avais pas peur. Je suis resté assise à la table de la cuisine longtemps après et j'ai pleuré. Non pas par faiblesse, mais par le chagrin particulier de voir votre enfant devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. La peur était réelle. Mais en dessous se trouvait quelque chose de plus dur, le souvenir de la lettre de Walter. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à être assez courageux. Il avait eu peur, lui aussi. Il avait quand même fait ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas faire moins. Patricia n'était pas perturbée quand je l'ai appelée. Elle a dit qu'une contestation pour incapacité mentale sans preuve médicale était presque certainement impossible à gagner et qu'elle répondrait formellement à toute requête de ce type. Elle m'a conseillé de documenter tous les contacts de Derek et Kay à l'avenir. Je me suis accordé 5 jours. Je suis allé chez ma sœur Carole à Columbus. J'ai promené son chien. J'ai mangé sa cuisine. J'ai dormi 8 heures par nuit. Je me suis laissé être la petite sœur de quelqu'un pendant quelques jours au lieu d'une veuve naviguant dans un siège. Quand je suis revenu, j'étais prête. Le premier mouvement est venu le lendemain de mon retour de chez Carole. Un arrangement floral est arrivé à ma porte. Des lys et des roses blanches, le genre cher. La carte disait « Maman, nous t'aimons. Nous avons dépassé les bornes. Pouvons-nous recommencer ? Derek et Kay. » J'ai posé les fleurs sur le comptoir de la cuisine et je les ai regardées un moment. Elles étaient magnifiques. C'était, je l'ai compris, précisément le but. Kay a appelé ce soir-là. Sa voix était redevenue douce, reconstruite en chaleur. Elle a dit qu'ils avaient été sous tellement de stress, que la perte de Walter avait plus affecté Derek qu'il ne l'avait laissé paraître, qu'elle était désolée pour les choses qui avaient été dites. Elle a demandé si je viendrais dîner le dimanche. Elle a dit que Derek voulait parler juste pour éclaircir les choses. Elle a dit doucement que peut-être nous pourrions trouver une solution qui convienne à tout le monde. Qu'il y avait sûrement assez pour toute la famille et qu'il n'y avait aucune raison que les choses soient conflictuelles. Assez pour toute la famille. C'était ça. Les fleurs étaient un acompte sur un autre type de conversation, une où je m'assiérais à sa table et serais doucement, amoureusement persuadé de partager ce que Walter m'avait légalement et délibérément laissé à moi seul. Je l'ai remercié pour les fleurs. J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps. J'ai gardé ma voix chaleureuse, posée, impossible à contredire. Quand j'ai posé le téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu, de la clarté. Non pas la clarté anxieuse et laborieuse de quelqu'un qui s'efforce de rester calme, mais le genre tranquille et stable, le genre qui vient quand vous avez cessé d'espérer que la situation se résoudrait d'elle-même et avez accepté que c'est vous qui la résoudrez. Je n'étais pas en colère contre Kay. La colère aurait été plus facile à certains égards, plus nette. Ce que je ressentais était plus proche de la tristesse particulière de voir une chose pour exactement ce qu'elle est. J'ai jeté les fleurs, non par dépit. Je ne voulais tout simplement pas les avoir dans ma maison. Cette semaine-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt, j'ai appelé des gens. J'ai appelé ma voisine rue de Peton, qui prenait de mes nouvelles depuis les funérailles et que j'avais poliment repoussé. J'ai appelé mon amie Donna Marsh, qui était veuve 6 ans auparavant et dont je savais qu'elle comprenait certaines choses sans qu'on le lui dise. J'ai appelé mon pasteur, le révérend Cole, non pas pour un conseil spirituel exactement, mais pour la compagnie de quelqu'un dont je faisais entièrement confiance aux intentions. Et j'ai appelé ma petite fille, Ellie, la fille de Derek et Kay, âgée de 24 ans et vivant à Portland, qui m'avait discrètement envoyé un SMS 2 semaines auparavant, « Grand-mère, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle-moi. » Je n'avais pas appelé Ellie parce que je n'avais pas voulu la mettre au milieu, mais son SMS était resté avec moi. Il m'a dit que quoi qu'il se passe dans ce foyer, ce n'était pas unanime. Ellie a décroché à la 2e sonnerie. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a été prudente. Elle n'a pas critiqué directement ses parents, mais elle a confirmé, avec la discrétion de quelqu'un qui choisit ses mots avec précision, qu'il y avait eu beaucoup de discussions chez ses parents à propos d'argent et de ce que grand-père avait laissé. Elle a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec cela. Elle a dit qu'elle était contente que j'appelle. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Je lui ai juste demandé de rester dans ma vie. Elle a dit qu'elle n'irait nulle part. Ruth est venue prendre un café 2 fois cette semaine-là. Donna et moi avons fait une promenade le long du sentier de la rivière le jeudi matin.
Le révérend Cole est passé le vendredi avec 2 parts de tarte de la collecte de fonds de l'église. Aucune de ces personnes ne connaissait les détails. Je les ai gardés secrets. Mais leur présence m'a rappelé quelque chose d'important, je n'étais pas isolé, je n'étais pas seul. Derek et Kay avaient peut-être imaginé qu'une veuve d'une 60aine d'années, encore embrouillée par le chagrin, serait facile à acculer. Ils n'avaient pas tenu compte du fait que j'avais construit une vie avec de vraies personnes. Selon les rapports de Patricia, Derek et Kay étaient restés silencieux sur le plan juridique. Aucune contestation formelle n'avait été déposée. Qu'ils attendaient, se regroupaient, ou reconsidéraient vraiment, je ne savais pas. Mais le silence ressemblait moins à la paix qu'à un souffle retenu. J'ai utilisé ce temps avec soin. J'ai examiné tous les documents financiers que Sandra Brigg avait organisés. J'ai discrètement mis à jour mon propre testament avec Patricia pour refléter l'intégralité de la succession et pour officialiser un legs à Ellie si elle le désirait un jour, indépendamment de ses parents. J'ai fait en sorte que la propriété de l'Indiana soit placée sous gestion professionnelle. J'ai consolidé les comptes d'investissement pièce par pièce. J'ai construit un mur, non pas par colère. Selon les instructions de Walter, exécutés comme il les aurait exécutés, avec soin, complètement, sans rien laisser d'ouvert. Derek et Kay observaient. Je pouvais le sentir comme on sent le temps avant qu'il n'arrive. Mais j'avais cessé d'avoir peur de la tempête. Ils sont venus un samedi matin fin juin, 3 semaines après les fleurs. J'ai vu la voiture de Derek dans l'allée depuis la fenêtre de l'étage et j'ai senti mon estomac se nouer avant de me rappeler, tu es prête pour ça. Je suis descendu, j'ai mis la bouilloire en marche, et j'ai ouvert la porte avec un visage composé. Kay portait une boîte de pâtisserie. Des croissants du Good Place sur Riverside, ce que j'avais toujours aimé. Elle était habillée avec soin, juste assez décontractée pour suggérer qu'elle n'avait pas fait d'effort. Derek avait l'air fatigué. Il y avait quelque chose autour de ses yeux qui aurait pu être un véritable épuisement, et pendant un instant, j'ai senti la mère en moi se pencher vers cela, vers le réflexe familier du réconfort. Il avait la mâchoire de Walter, les larges épaules de Walter, et à la lumière de ce matin, debout sur mon porche. Il ressemblait plus à son père qu'il ne l'avait fait depuis des années. J'ai gardé cette observation à distance et je me suis écarté pour les laisser entrer. J'ai servi le café. J'ai disposé les croissants sur une assiette. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où j'avais lu la lettre de Walter, où j'avais pris mes décisions, où j'avais pleuré et m'étais étudié. Je connaissais chaque éraflure sur cette table. C'était ma table. Je me suis assise à son bout. Kay a commencé doucement. Elle a parlé de la difficulté des derniers mois. Du fait que le chagrin déforme tout et pousse les gens à faire des choses qu'ils regrettent. Elle a parlé de la famille, comment, à la fin de la journée, la famille est tout ce que nous avons. Elle a parlé de Walter chaleureusement, racontant un souvenir de lui enseignant à Derek comment changer un pneu, qui était presque certainement embelli. Elle était douée. Je dois lui accorder cela. Elle avait le don de faire paraître spontané ce qui était répété, de porter la sincérité comme certaines personnes portent un bon manteau, de manière convaincante en toute occasion. Puis, par gradations si douces qu'elles auraient pu être imperceptibles pour quelqu'un de moins préparé, la conversation a changé. Elle a mentionné qu'elle et Derek avaient parlé à un médiateur familial, pas à un avocat. Elle a été rapide à préciser, juste quelqu'un qui aidait les familles à traverser des transitions difficiles. Elle a suggéré qu'une conversation médiatisée pourrait être plus saine que de passer par des avocats. Elle a prononcé le mot « avocat », comme on dit « maladie ». Elle a dit que Walter n'avait sûrement pas eu l'intention de créer des conflits, qu'il aurait voulu l'harmonie. Elle a dit que peut-être il y avait des moyens d'honorer son héritage ensemble. J'ai remarqué qu'elle n'a jamais demandé comment j'allais. Ni en passant, ni comme simple remplissage. En 45 minutes de conversation attentive, mon bien-être n'est pas apparu. Derek, qui était resté silencieux, s'est penché en avant. Sa voix était plus basse que celle de Kay, plus directe. Il a dit qu'il n'essayait pas de me prendre quoi que ce soit. Il a dit qu'il voulait juste sentir que son père avait pensé à lui, s'était soucié de son avenir. Sa voix s'est brisée légèrement sur le mot « père ». Et j'ai regardé cela se produire, et j'ai tenu ma propre réaction avec précaution des 2 mains, comme on tient quelque chose de fragile. Parce que voici la chose, je croyais, à un certain niveau, que la douleur était réelle. Derek avait perdu son père. Quoi que Kay ait fait de lui, cette perte était authentique.
Et Kay avait peut-être ses propres craintes concernant l'avenir qui n'étaient pas entièrement cyniques. Mais une douleur authentique ne donne à personne le droit de s'approprier les biens d'autrui. Et la structure de cette conversation, les croissants, le médiateur, l'émotion soigneusement modulée n'était pas la structure de la réconciliation. C'était la structure d'une négociation où une partie avait été mise en place pour sentir que dire non était de la cruauté. J'avais enseigné en 2e année pendant 22 ans. Je savais reconnaître quand quelqu'un était dirigé vers une réponse prédéterminée. Je les ai laissés finir. Je ne les ai pas pressés. J'ai laissé chaque mot se poser et s'installer. Puis j'ai croisé les mains sur la table. Je t'aime, Derek, dis-je. Je t'aimerai toujours. Ce n'est pas en question. Je l'ai regardé fixement. Mais je ne discuterai pas de la succession en dehors des voies légales appropriées. Ce n'est pas parce que je vous suis hostile. C'est parce que votre père m'a demandé de gérer les choses avec soin, et j'ai l'intention de le faire. L'expression de Kay a changé juste un instant. Rapidement maîtrisée, mais je l'ai vu. L'ajustement d'une persuasion chaleureuse à quelque chose de plus froid, comme regarder une lumière de scène changer de couleur. Maman, la voix de Derek avait aussi changé. La fissure avait disparu maintenant, remplacée par la tension plate que je reconnaissais. Comprends-tu que si tu refuses de travailler avec nous, nous déposerons la contestation d'incapacité? Sais-tu à quoi cela ressemblera? Une femme de ton âge prenant seule des décisions financières importantes, refusant l'implication de sa propre famille. C'était ça, le masque était tombé. Je comprends, dis-je. Patricia Odom a déjà préparé une réponse. Je vous suggère de parler à votre propre avocat avant de décider de poursuivre. Nous avons de la documentation, dit Kay. Sa voix était précise maintenant, contrôlée. Nous avons des correspondances de la dernière année de la vie de Walter qui suggèrent qu'il n'était pas toujours lucide. Nous avons des gens qui témoigneront. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir à ce moment-là. De la peur peut-être, ou de la rage. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était une immobilité froide et soudaine, le genre qui ne vient pas du détachement, mais d'une certitude absolue. Je savais qu'il blutait. Je le savais parce que Walter avait été méticuleusement documenté par ses médecins, parce que Robert Ellison l'avait rencontré régulièrement et attesterait de sa lucidité, parce que la boîte elle-même était organisée avec la précision d'un esprit pleinement capable. Quoi qu'ils aient, ce n'était pas suffisant. Et je soupçonnais qu'ils le savaient aussi. Que cette menace était un dernier point de pression déployé parce que tous les plus doux avaient échoué. Alors, déposez, dis-je. Ils sont partis sans finir leur café. Kay a ramassé son sac à main avec le mouvement particulièrement contrôlé de quelqu'un qui réprime quelque chose de plus grand. Derek ne m'a pas regardé en sortant. Non pas par cruauté, pensais-je, mais par honte. C'est cette partie qui est restée avec moi après que la porte se soit refermée. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la voiture de Derek reculer de l'allée. Mon cœur battait vite. Je ne ferai pas semblant du contraire. Il y a quelque chose d'unique et d'effrayant à être menacé par son propre enfant. Par quelqu'un dont on a vu les premiers pas, dont on a accompagné les cauchemars, dont on connaît le visage mieux que presque tout autre visage au monde. La peur était réelle. Elle me traversait comme de l'eau froide. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que Walter avait compris, avait essayé de décrire dans sa lettre, m'avait laissé les outils pour le ressentir moi-même. La peur ne me détruisait pas. Elle me clarifiait. Chaque menace qu'il proférait renforçait ma détermination d'un cran supplémentaire, comme un boulon qu'on serre. J'ai pensé que s'ils étaient certains de pouvoir gagner, ils ne seraient pas venus ici avec des croissants. J'ai appelé Patricia. Ils ont menacé de déposer, dis-je. Laisse-les faire, dit-elle. Nous sommes prêtes. Je la croyais. Je me croyais. J'ai mis les croissants restants dans un sac et je les ai apportés à Ruth, ma voisine, car je ne voulais pas non plus les avoir chez moi. La contestation pour incapacité a été déposée un lundi matin de juillet. Patricia m'a appelé avant que j'aie fini mon café pour me dire qu'elle était arrivée. Et elle parlait comme toujours, précise, imperturbable, légèrement satisfaite, comme une joueuse d'échecs qui regarde un adversaire faire le mouvement qu'elle attendait. Ils ont déposé une requête auprès du tribunal des successions, m'a-t-elle dit, alléguant que Walter souffrait d'un déclin cognitif dans ces dernières années et que les actifs non divulgués ont été accumulés dans un état de capacité diminué.
Il demande que la succession soit redistribuée selon la succession légale standard, ce qui signifierait environ la moitié pour vous, la moitié pour Derek. Quelle est notre position, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Forte, a-t-elle dit. Très forte. J'ai passé le mois dernier à la construire. L'audience a été fixée pour 6 semaines plus tard. Entre-temps, Patricia a déposé notre réponse formelle, un ensemble complet de documents qui comprenaient les dossiers médicaux de Walter des 3 dernières années de sa vie. Des dossiers qui montraient des évaluations cognitives effectuées par son cardiologue et son médecin traitant, tous deux n'ayant trouvé aucune preuve de déficience. Il comprenait une lettre signée de Robert Ellison de la First Merchant Trust attestant qu'il avait rencontré Walter trimestriellement au cours de la dernière décennie et n'avait observé aucune confusion, aucun comportement inhabituel, aucun signe de capacité diminuée. Il comprenait des copies du registre du coffre-fort montrant des entrées faites aussi récemment que 8 semaines avant la mort de Walter, méthodiques, datées, cohérentes en interne, le travail d'un esprit organisé et compétent. Chaque entrée était datée, recoupée et totalisée avec la précision d'un homme qui avait fait très attention pendant des décennies. Une personne en déclin cognitif ne tient pas un tel registre. Quiconque le regardait comprendrait cela immédiatement. Il comprenait également quelque chose que Patricia avait discrètement rassemblé au cours des semaines précédentes et que je n'avais pas su avant qu'elle ne me le montre la veille de l'audience. Kay avait commis une erreur. Dans ses premières conversations avec la médiatrice qu'elle avait contactée, qui, il est apparu, n'était pas une partie neutre, mais quelqu'un qu'elle avait déjà utilisé dans un litige commercial. Elle avait envoyé plusieurs emails décrivant sa stratégie. Ces emails avaient été involontairement transmis à un tiers ayant des liens avec quelqu'un du réseau professionnel de Patricia. Je ne spéculerai pas sur la façon dont Patricia les a obtenus. Elle m'a dit qu'ils avaient été obtenus légalement et cela m'a suffi. Ce qu'ils contenaient, c'étaient les propres mots de Kay, écrits avant toute prétention de réconciliation, décrivant les actifs non divulgués comme un levier que nous pouvons utiliser. Discutant du plan de médiateur comme un moyen de l'amener à la table avant qu'elle ne prenne un avocat, et me désignant dans une phrase remarquable comme la cible facile. J'ai lu ces emails 3 fois. J'ai pensé au croissant. J'ai pensé à la voix chaleureuse de Kay au téléphone, à sa tenue soignée, à son histoire embellie sur Walter et le pneu. Tout était planifié. Tout était écrit à l'avance de ses propres mots dans un document qui existait maintenant dans le monde, quoi qu'elle en souhaite. Puis j'ai posé les emails. Je n'ai pas pleuré. Il ne me restait plus rien à dépenser pour l'opinion de Kay sur moi. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus proche du clic final et silencieux d'une serrure qui s'engage. Le son d'une chose étant exactement ce qu'elle avait toujours été, maintenant confirmé. Le matin de l'audience, je me suis habillé avec soin. Blazer bleu marine, bon pantalon, les petites boucles d'oreilles en perles que Walter m'avait offertes pour notre 30e anniversaire. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une femme posée de 68 ans qui savait ce qu'elle faisait et qui avait des documents pour le prouver. La salle d'audience était petite et procédurale. Ces audiences successorales le sont généralement. Pas de jury, pas de public à proprement parler, juste le juge, les avocats, un greffier et nous. Derek et Kay étaient déjà assis à mon arrivée, leur avocat entre comme une couture tenant deux choses ensemble. Derek m'a regardé quand je suis entré. Un instant, son visage était illisible, quelque chose bougeait derrière que je ne pouvais nommer. Puis il a détourné le regard. Kay ne m'a pas regardé du tout. Elle étudiait un document devant elle avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui a décidé que le contact visuel est une concession qu'elle ne peut pas se permettre. Patricia a présenté notre dossier avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois et n'avait pas besoin de faire de spectacle. Elle a guidé le juge à travers les dossiers médicaux, à travers la lettre d'Ellison, à travers le registre. Elle a noté l'impossibilité logique de la revendication d'incapacité étant donné la documentation. Elle était méthodique, posée et absolument convaincante. Comme la vérité l'est généralement lorsqu'elle est correctement assemblée. Puis elle a présenté les emails. C'est là que les choses sont devenues désordonnées. Au moment où l'avocat de Kay a vu les emails, il a demandé un ajournement. Le juge a accordé 10 minutes. Pendant cet ajournement, je suis resté immobile et j'ai vu une fissure se propager dans le front composé de Derek et Kay. Kay parlait à son avocate d'une voix basse et rapide, sa main faisant des gestes serrés. Derek ne regardait personne. Il était assis très immobile, comme les gens s'assoient quand quelque chose en eux s'est éteint. Pas calme, mais vidé.
Je l'ai reconnu. Je m'étais assise de cette façon moi-même dans le garage, tenant une enveloppe que je n'avais pas encore ouverte. Lorsque l'audience a repris, l'avocat de Kai a demandé une continuation pour examiner de nouveaux éléments. Le juge a refusé. Il y avait une fermeté dans le refus qui ne laissait aucune place à la discussion. Derek a brièvement témoigné. Patricia l'a contre-interrogé sur des conversations spécifiques qu'il avait affirmé prouver la confusion de son père. Elle lui a demandé de dater ces conversations. Elle lui a demandé de les décrire spécifiquement. Il n'a pas pu. Non pas qu'il mentait sur tout. Je crois qu'il se souvenait sincèrement de moments où son père était fatigué, malade, plus lent qu'avant. Mais il avait permis à Kai de bâtir un argument juridique sur ce qui était en réalité de mauvaises journées d'un vieil homme, et non un déclin cognitif. L'architecture de sa stratégie exigeait que ces mauvaises journées signifient plus qu'elles ne l'étaient. Sous le contre-interrogatoire, elles ont retrouvé leur taille réelle. À un moment donné, il a dit en hésitant, « Mon père, je pense juste qu'il n'était pas lui-même à la fin. » Patricia a dit doucement, « Avez-vous discuté de vos préoccupations concernant l'état mental de votre père avec l'un de ses médecins pendant qu'il était en vie ?» Une pause qui a duré assez longtemps pour que les doigts du greffier s'arrêtent de bouger. « Non, » dit Derek. « Avez-vous contacté son cardiologue ou son médecin traitant ou tout professionnel de la santé concernant ses préoccupations ? » Non. « Avez-vous mentionné ces préoccupations à votre mère à un moment quelconque pendant la maladie de votre père ? » Une pause plus longue. La mâchoire de Derek a bougé légèrement, comme quand il était enfant et qu'il se demandait s'il devait dire la vérité sur quelque chose. « Non, » dit-il. « Donc, ces préoccupations concernant la capacité mentale de votre père sont apparues après sa mort, » dit Patricia. Ce n'était pas une question. Oui, merci, dit Patricia. Rien de plus. Le juge a rendu sa décision cet après-midi-là. La requête a été rejetée dans son intégralité. La succession de Walter est restée exactement telle qu'elle avait été déposée, entièrement à mon nom, exactement comme il l'avait voulu. Le juge a noté dans ses brèves remarques que les preuves de l'acuité mentale de Walter aient été complètes et cohérentes et que la requête n'avait pas été suffisamment étayée par des preuves crédibles et minées par le timing et les circonstances de son dépôt. Cette dernière phrase, le timing et les circonstances, était une petite coupure précise que je soupçonnais que Kai comprenait plus pleinement que quiconque dans la salle. Patricia m'a serré la main dans le couloir. Sa poignée était ferme et brève. Je l'ai remercié. Puis je me suis dirigé vers ma voiture, je me suis assise sur le siège du conducteur pendant un long moment, et je me suis laissé expirer. Une longue, lente expiration qui semblait avoir attendu des mois pour se produire. Dehors, l'après-midi de juillet était lumineux et ordinaire. Des pigeons sur les marches du palais de justice, un homme mangeant un sandwich sur un banc, le monde continuait, indifférent au verdict. Puis je suis rentré chez moi. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans. C'était la bonne fin pour ce chapitre particulier. Calme, complète, ordinaire. Walter aurait apprécié cela. La semaine après l'audience, les conséquences sont arrivées par fragments, chacun plus silencieux que la scène qui l'avait précédé. Patricia m'a informé que l'avocat de Kai avait soumis un retrait formel du dossier. Les emails n'avaient pas été présentés comme preuve de quoi que ce soit de criminel. Il n'y avait techniquement pas de crime à élaborer une stratégie agressive concernant un litige successoral, mais leur contenu avait été référencé par le juge dans ses remarques sur les circonstances de la requête, et il faisait maintenant partie du dossier public du tribunal. Dossier public. Kai avait écrit les mots « cible facile » dans un email qui pouvait maintenant être trouvé par quiconque cherchait. Elle avait écrit « levier que nous pouvons utiliser, à propos du chagrin d'une veuve ». Quelles que soient les justifications privées qu'elle avait construites autour de son propre comportement, la version publique de celui-ci était maintenant figée dans des documents qui ne se souciaient pas du tout de ces justifications. Je n'ai pas orchestré ce qui s'est passé ensuite. Je tiens à être clair à ce sujet. Je n'avais pas contacté la presse ni l'employeur de Kai ni quiconque dans leur cercle social. J'avais en fait spécifiquement demandé à Patricia de maintenir la procédure aussi discrète que possible. Ce qui s'est passé était la conséquence naturelle d'un dossier judiciaire dans une communauté suffisamment petite, parmi des gens qui prêtaient attention à de telles choses. Kai travaillait comme chef de projet senior dans une société de conseil de taille moyenne. L'un des associés de cette société, il est apparu, avait un lien professionnel avec quelqu'un impliqué dans l'affaire. Les emails avaient fait impression,
non pas à cause de leurs implications juridiques, mais à cause de ce qu'ils révélaient sur la façon dont Kay pensait aux gens et à la vulnérabilité. Moins d'un mois après la décision, Kay a été mise en évaluation de performance, non pas pour quoi que ce soit lié officiellement à l'affaire, mais le timing n'a échappé à personne qui connaissait la séquence. L'évaluation ne s'est pas bien passée. En septembre, elle avait été discrètement retirée de son poste. Elle n'a pas retrouvé de travail comparable rapidement. Le monde professionnel dans une ville de taille moyenne est plus petit qu'il n'y paraît, et les réputations s'y propagent comme le temps, pas toujours juste mais constant. J'ai entendu cela de Donna, qui l'a entendu de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que ces choses voyagent, j'ai reçu l'information avec la tristesse spécifique que j'en étais venu à associer à tout ce qui concernait Kay. Je n'avais jamais voulu qu'elle soit humiliée. Je n'avais toujours voulu que ce que Walter m'avait laissé, que ces deux choses se soient avérées liées étaient de son fait, pas du mien. Je n'ai pas célébré cela. Je l'ai noté comme on note le temps. Derek m'a appelé une fois, 2 semaines après l'audience. Ce fut l'appel téléphonique le plus douloureux de tout ce qui s'était passé. Et j'inclus dans cette catégorie les appels où il m'avait menacé. Il n'était pas en colère cette fois. Il était quelque chose de pire, vaincu. Sa voix était plate, dépouillée des inflexions stratégiques que Kay calibrait habituellement en lui. Il sonnait, pour la première fois depuis des années, comme lui-même, le lui-même sous toutes les couches qui avaient été ajoutées, ajustées et redirigées par quelqu'un qui avait eu besoin qu'il soit un instrument d'un certain type. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il n'avait pas pleinement compris ce qu'il faisait. Il a dit qu'il avait laissé quelqu'un d'autre penser pour lui et qu'il savait que ce n'était pas une excuse, mais il voulait que je sache qu'il comprenait cela maintenant. Il a dit qu'il avait pensé à Walter, à qui était réellement son père, en dehors de ce que Kay lui avait dit que l'argent de son père signifiait. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il ait dit tout ce qu'il avait à dire. Il y a une patience particulière que les mères développent, celle qui peut tenir un long silence sans le combler. Je sais, ai-je dit quand il a eu fini. Je sais que tu es désolé, Derek. Nous allons bien, a-t-il demandé. La question était si petite, si nue que j'ai senti les années s'envoler et j'ai entendu la voix de mon garçon en elle. Celle d'avant Kay. Avant l'argent, avant tout cela. Le garçon qui pleurait devant les films tristes et se souvenait des anniversaires. Nous ne sommes pas bien en ce moment, dis-je prudemment. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Comprends-tu ce que je veux dire par là? Une longue pause. Le genre où quelqu'un décide s'il mérite ce qui est offert. Oui, dit-il. Alors donne du temps, dis-je, et va parler à quelqu'un. Un vrai quelqu'un, pas un médiateur. Kay a engagé quelqu'un qui te dira la vérité même quand c'est inconfortable. Il a dit qu'il le ferait. Il l'a dit doucement, sans la qualité de performance que sa voix avait eue pendant des années. Qu'il l'ait fait ou non à ce moment-là, c'était son affaire. J'avais dit ce qui était à moi de dire. Je n'étais pas sa thérapeute. J'étais sa mère. Et ce ne sont pas la même chose, même si la ligne peut s'estomper. Kay n'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Les affaires financières se sont clôturées proprement, sans drame. Sandra Brigg a géré la consolidation des investissements sans la moindre complication. Elle était exactement la professionnelle stable et compétente que Patricia avait promise. La propriété de l'Indiana a été transférée à mon nom proprement et généré un revenu locatif modeste mais fiable en octobre. Chaque compte a été réglé, chaque document classé et confirmé. La succession était entièrement à moi. Pas dans le sens avide, pas comme Kay l'avait voulu pour elle-même, mais dans le sens où elle était exactement là où Walter l'avait placée, avec exactement l'intention qu'il avait portée pendant 11 ans. Le travail soigné d'une vie transmis à la personne en qui il avait eu confiance. Patricia m'a envoyé une dernière facture, qui était raisonnable, et une note manuscrite sur le papier en tête de son cabinet qui disait simplement « Walter a bien choisi ». Je l'ai encadré et accroché dans le bureau, à côté de la fenêtre qui donnait sur le potager que je ramenais lentement à la vie, non par vanité, parce que c'était quelque chose que j'avais besoin de voir les jours difficiles. Et parce que c'était le résumé le plus clair de tout ce qui s'était passé. Un homme qui avait connu sa femme, lui avait fait confiance, avait eu raison. J'avais l'intention d'en être digne pour les années qui me restaient. Je suis allé à la banque une dernière fois et j'ai fermé le coffre-fort. J'ai rapporté le registre à la maison.
Je l'ai mis dans le tiroir supérieur du vieux bureau de Walter dans le petit bureau à côté de l'exposition. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il représentait, 41 ans de partenariat, dont les 11 dernières avaient inclus un secret gardé par amour, transmis en toute confiance au moment précis. Il avait été assez courageux à la fin. J'y pensais chaque fois que j'ouvrais ce tiroir. Au moment où octobre se transforma en novembre, j'avais recommencé à reconnaître ma vie. Non pas celle que j'avais eue avec Walter, qui était partie et irremplaçable, mais la vie qui restait, qui était encore, je l'ai découvert, beaucoup de choses. J'ai réservé un voyage à Savannah avec Carole. Nous avons descendu en voiture, nous arrêtant quand nous le voulions, mangeant dans des dîners qui n'avaient aucune raison d'être aussi bons qu'ils l'étaient. J'ai marché le long de la rivière et j'ai ressenti pour la première fois depuis un an quelque chose comme un plaisir simple. Le sentiment d'être quelque part de beau, sans hâte, sans rien requérir mon attention si ce n'est la lumière sur l'eau. J'ai fait repeindre le porche avant en vert sauge, couleur que Walter avait une fois approuvée dans un magazine. Ruth a dit que cela avait transformé tout le quartier. J'ai rejoint un cours d'aquarelle au centre communautaire, vers lequel Carole m'avait poussé pendant une décennie. Je n'étais pas doué. J'y allais tous les mardis quand même. Le revenu locatif de l'Indiana m'a donné une aisance financière que je n'avais jamais eue auparavant. Pas d'extravagance, juste l'absence de cette anxiété de bas niveau qui avait été le bruit de fond de toute ma vie d'adulte. J'ai fait un don à la caisse de construction de l'église. J'ai mis de côté une somme sur un compte séparé au nom d'Ellie pour lui être donnée quand elle aurait 30 ans. Ellie est venue pour Thanksgiving. Elle est arrivée de Portland avec son sac et une bonne bouteille de vin et cette qualité d'attention particulière que les jeunes accordent rarement aux personnes âgées. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons parlé. Elle m'a dit avec prudence que ses parents s'étaient séparés. Elle l'a dit sans commenter. J'ai écouté sans commenter. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais la tristesse particulière de voir deux personnes découvrir que les choix ont un poids. Kai avait perdu son poste au cabinet de conseil en septembre. Elle n'a pas retrouvé de travail comparable rapidement. J'ai entendu cela de Donna et je l'ai reçu avec la même tristesse. Je n'avais jamais voulu qu'elle soit humiliée. Je n'avais toujours voulu que ce que Walter m'avait laissé. Quant à Derek, en décembre, ses appels étaient redevenus plus ceux de mon fils. Il avait commencé une thérapie. Il ne demandait rien. Ni la succession, ni le pardon selon un calendrier. Il appelait juste et je répondais. Je ne vais pas emballer cela proprement. La reconstruction ressemble à une longue série d'appels ordinaires du mardi qui s'accumulent lentement en confiance. La veille de Noël, je me suis assise dans le bureau de Walter avec un verre de lait de poule et j'ai pris le registre dans le tiroir. J'ai tracé la première entrée avec mon doigt, le 14 mars 2003, et j'ai pensé à un homme qui avait porté quelque chose d'invisible pendant des décennies. Confiant que je saurais quoi en faire. J'avais su éventuellement. J'ai fermé le registre, terminé mon lait de poule, et je suis allé préparer des biscuits pour mes petites nièces qui arriveraient le matin, avec leur bruit et leur belle énergie simple. Ma vie était plus petite à certains égards. À ceux qui comptaient, elle n'était pas plus petite du tout. J'ai appris quelque chose que je veux dire clairement, la confiance n'est pas de la naïveté. Walter m'a fait confiance les yeux ouverts après 41 ans à savoir exactement qui j'étais. Et le chagrin n'est pas une faiblesse. Quiconque regarde une veuve et y voit une cible facile a commis une erreur fatale sur la nature de la perte. Walter a été assez courageux pour me protéger. J'ai été assez courageuse pour honorer cela. Qu'auriez-vous fait si cette histoire vous a ému? Si vous avez déjà fait face à une famille qui a pris votre chagrin pour une capitulation, laissez un commentaire. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir écouté.